tous, bienvenue dans ce webinaire du plan d'épanouissement. Ce soir, nous allons parler de la gestion durable des sols. Si vous souhaitez me poser des questions à l'issue des présentations, vous pouvez le faire via le chat car vos micros sont désactivés. Pour parler de gestion durable des sols viticoles, j'accueille ce soir Pauline Burlier de la Chambre d'agriculture de Gironde et Jean-Yves Queyrel de la Sicarex Beaujolais. Je vais sans plus attendre les laisser démarrer leur présentation pour une petite trentaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat et je leur transmettrai vos questions dans une petite demi-heure à l'issue de leur présentation. Bonne écoute à tous, bon webinaire et à très bientôt. Jean-Yves, à toi. Merci Caroline. Bonjour. Donc, on va vous parler de gestion durable des sols viticoles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par gestion durable des sols viticoles? Ça va être de maintenir, voire d'améliorer dans le temps la qualité en fait du sol. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité du sol? On parle également de santé du sol. Hein, c'est des notions qui sont un petit peu comparables. C'est l'aptitude qu'a le sol à fournir certains services qu'on appelle souvent services écosystémiques, mais pas que. Donc là, je vous ai remis un petit graphique qui vient de l'ONU, hein, qui récapitule un petit peu tous ces services que rend le sol, alors qui sont des services fournis au niveau de l'agriculture, hein, mais pas que. Vous voyez, bon, il y a notamment les matériaux de construction. Je vous ai mis en vert hein, ce qui correspond à l'agriculture, et plus spécifiquement à la viticulture, donc fourniture d'aliments, séquestration du carbone, on en reparlera, purification de l'eau, cycle des éléments nutritifs, et puis aussi tout ce qui concerne la biologie du sol. Donc, pour gérer du coup cette qualité du sol, hein, on s'appuie en fait sur deux piliers. Alors, ce ne sont pas les seuls, mais je pense qu'ils sont quand même fondamentaux. C'est tout ce qui concerne le statut acido-basique du sol et le statut organique du sol. Alors, le statut acido-basique, on ne va pas vous en parler aujourd'hui parce que je dirais qu'il n'y a pas énormément de nouveautés hein, sur ce sujet. Et on va se concentrer plutôt sur le statut organique du sol. Alors, quand on parle statut organique du sol, hein, on pense tout de suite à carbone et matière organique. Alors peut-être pour repréciser un petit peu, parce que souvent on les confond. Alors ça peut s'expliquer d'une part parce que le carbone est en majorité dans les sols sous forme de matière organique, même si bon, il peut être aussi sous forme de CO2 et puis dans les sols calcaires sous forme de carbonate, mais la grosse majorité sous forme de matière organique. Le deuxième point, c'est que quand vous donnez votre prélèvement de terre à analyser au niveau du laboratoire, c'est pas la matière organique hein, qui va analyser, mais en fait c'est le carbone, la teneur en carbone. Ensuite, ils appliquent un coefficient. Donc le plus courant, c'est un 72, hein, celui que je vous ai mis ici, pour donner la teneur en matière organique. Donc du coup, il y a un lien vraiment très étroit entre la teneur en carbone et la teneur en matière organique. Ceci dit, c'est quand même deux choses qui sont un petit peu différentes, puisque bon, la matière organique, ce sont des molécules qui sont assez diversifiées. D'ailleurs, pour faire bien, on devrait parler des matières organiques au pluriel, hein, et qui confèrent du coup au sol, on verra voir après, de très nombreuses propriétés. Le carbone, lui, par contre, c'est un élément qui sert de nourriture pour de nombreux organismes du sol, donc surtout les micro-organismes, hein, champignons et puis bactéries. Du coup, il va avoir un rôle important sur la biologie du sol de façon assez générale, puisque les micro-organismes sont à la base de la chaîne trophique qu'on a dans le sol. Hein. Ils vont être mangés eux-mêmes par des nématodes, etc., pour aller jusqu'à des êtres vivants qui sont plus gros. Hein, donc, le carbone, c'est vraiment, je dirais, la base de la biologie du sol et aussi également du coup de son fonctionnement, puisque la biologie du sol impacte énormément le fonctionnement du sol. Alors quels sont les intérêts de cette matière organique? Voilà, qui sont d'ailleurs souvent, alors d'une part hein, liés aux propriétés intrinsèques de la matière organique, mais également et surtout de la biologie du sol. Alors il y a tout d'abord tout ce qui est propriété physique, hein, la structure, la stabilité structurelle, hein, qui sont très importantes au niveau d'un sol. Également tout ce qui est porosité, hein, qui peut être lié notamment aux lombriques, par exemple. Hein. Tout ça va permettre de limiter le tassement, limiter l'érosion, éventuellement améliorer également l'alimentation hydrique. Ça confère également des propriétés chimiques intéressantes au niveau du sol.
Alors la première, c'est la CEC, la capacité d'échange cationique, c'est-à-dire le pouvoir qu'a la matière organique de retenir des éléments positifs, donc des cations, potassium, magnésium, calcium par exemple, parce que donc la matière organique, comme les argiles d'ailleurs, est chargée négativement. Alors elle ne va pas faire que les retenir, hein, elle va également les relarguer, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça une capacité d'échange, c'est-à-dire que dès que la solution du sol va s'appauvrir en ces éléments-là, et ben la matière organique et puis les argiles également vont relarguer en fait ces éléments dans le milieu, ce qui va permettre de les absorber par les plantes. Également, la matière organique, donc, elle est minéralisée hein, un petit peu chaque année. Et cette minéralisation permet de transformer en fait des éléments qui étaient sous forme organique, c'est le cas de l'azote, du phosphore et du soufre, sous des formes minérales qui vont être du coup absorbables par les plantes, alors que sous forme organique, ils ne le sont pas. Hein. Donc ça va permettre de jouer sur la nutrition là aussi des plantes. Ça a aussi un rôle, donc la matière organique, de complexation des éléments traces. On pense notamment au cuivre, hein, on pourra éventuellement y revenir. Et puis, ça permet aussi la rétention de certains polluants, notamment des pesticides. Donc, du coup, ça va avoir des intérêts sur la nutrition des plantes, on vient de le voir, sur la limitation des toxicités, mais également un rôle environnemental sur la qualité de l'eau. Rôle environnemental qu'on peut également voir par l'intermédiaire du stockage du carbone, hein, en lien avec le changement climatique, une atténuation au changement climatique. Donc là, je vous ai fait une petite diapo pour récapituler un peu ce stockage de carbone dont on entend beaucoup parler actuellement. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les sols de la planète retiennent à peu près 3 fois plus de carbone que l'atmosphère terrestre. Donc ça en fait vraiment des puits importants hein, pour le carbone. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'initiative 4 pour 1000 qui avait été proposée par la France en 2015 lors de la COP 21, bon, c'est un calcul un petit peu théorique, hein, mais qui dit qu'une augmentation annuelle de 4 pour 1000 du stock de carbone de tous les sols de la planète permettrait de compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. Alors c'est un calcul théorique, hein, parce que l'homme n'a pas le pouvoir sur tous les sols de la planète. Par contre, c'est pour montrer qu'on peut avoir un rôle aussi, nous, au niveau, je dirais, agriculteur, de façon générale, sur cette atténuation du changement climatique. Bien à voir quand même que ça vient en complément d'autres mesures. Hein. L'idée, c'est pas d'aller du fait qu'on arrive à stocker du carbone, d'aller polluer en plus. Hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, ça vient en complément des autres mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai que la vigne, elle représente quand même une surface assez faible, hein, au final, notamment au niveau national, mais encore plus au niveau international. Cependant, c'est vrai qu'on a souvent des sols qui sont pauvres en matière organique. Du coup, ça fait à la parcelle un pouvoir de stockage qui est important. Et en plus, ça va, cet intérêt environnemental va dans le même sens que l'intérêt agronomique, avec tous les intérêts qu'on a vus juste avant de la matière organique. Alors, pour gérer cette matière organique, on a plusieurs leviers. Donc, moi, je vais vous parler des leviers, du levier amendement organique. Puis ensuite, Pauline vous parlera plus de tout ce qui est couverts végétaux. Donc, je vais vous donner quelques résultats alors qu'ils sont issus d'un projet qui s'appelle OADMO, qui était piloté par l'IFV avec donc Agrotransfert et puis la Chambre du Vaucluse comme partenaire et financé par France Agrimaire. Donc l'idée, ça a été d'exploiter les résultats issus d'un réseau d'expérimentation qui a été mis en place en 2009 sur tout le territoire national. Donc, vous voyez ici avec des sites différenciés, donc il y a 6 sites au total, avec des conditions pédoclimatiques qui sont différentes, hein, donc des vignobles différents. Par contre, donc, on avait des protocoles de suivi communs, ce qui a permis de synthétiser les résultats. Et à chaque fois, donc, on comparait un témoin avec restitution des bois de taille, à des modalités également avec restitution des bois de taille, mais avec apport d'amendements organiques. Vous voyez un peu une petite photo de ce que ça pouvait donner. Donc les amendements organiques étaient des amendements qu'on se procurait de façon locale et donc l'apport a été réalisé tous les 4 ans. Donc vous voyez les différents amendements organiques qu'on a pu tester. Alors pas obligatoirement dans tous les vignobles. Donc il y a les composts de déchets verts, les composts du commerce, les composts de mares et puis sur deux sites hein, dans le sud-ouest, on avait également mis en comparaison l'enherbement permanent. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques résultats donc, issus de ce réseau. Alors tout d'abord, la teneur en carbone du sol. Donc là, je vous donne les résultats après 8 ans. Alors, les apports ont été réalisés tous les 4 ans. Donc, il y en a eu au départ de l'essai, AT0, 4 ans plus tard, AT plus 4. Et AT plus 8, on a fait une analyse de sol, mais avant le 3e apport hein, d'amendement organique. Et là, c'est donc les valeurs de teneur en carbone sur l'horizon
sur la couche de terre 0,15 cm. Alors, je vais essayer de vous donner des résultats un petit peu sur tous les sites. Donc là, vous avez pas pour tous les paramètres, hein, je vous rassure. Là, pour la teneur en carbone, donc d'abord sur la parcelle d'Anjou, donc vous avez le témoin ici en comparaison donc au compost de déchets verts, le compost du commerce et le compost de Marle. Et en dessous, je vous ai mis la quantité de matière fraîche qui a été apportée au total. Hein, donc c'est la somme des deux apports. Donc, vous voyez que on a un effet hein, qu'on voit par rapport aux témoins sur la teneur en carbone. Par contre, cet effet n'est pas toujours significatif. Hein, il l'est pour le compost de Marle. Par contre, il ne l'est pas pour le compost de déchets verts et le compost de Marle. Donc ça, c'est un résultat qui est assez qu'on a retrouvé sur pas mal de sites. Je vous montre également le site du Languedoc où là, on a bien une augmentation de la teneur en carbone avec les apports d'amendements organiques. Par contre, c'est pas différent significativement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez qu'on rencontre assez souvent, c'est-à-dire que la teneur en carbone, c'est quelque chose qui évalue très lentement dans le temps, donc il faut le savoir. C'est vrai que si vous faites une analyse de sol tous les 4 ans, c'est assez logique que vous ne trouvez pas obligatoirement, alors que vous apportez des amendements organiques, que vous ne trouvez pas une augmentation du carbone. C'est logique, c'est quelque chose qui bouge très très lentement dans le sol. Alors vous allez me dire 8 ans, c'est assez long. À l'échelle de l'évolution d'un sol, c'est quand même très très court. Alors par contre, il y a quand même d'autres indicateurs qui varient beaucoup plus rapidement. Donc c'est notamment le cas de la teneur en matière organique vivante. Hein, c'est la biomasse microbienne en fait ici qui est représentée. Donc toujours sur la COGERO 15. Là, je vous ai mis l'exemple du sud-ouest du vignoble de Fronton. Vous voyez que, à part le compost du commerce, vous voyez qu'il y a des différences significatives pour tous les autres modalités, hein, que ce soit le compost de déchets verts, le compost de Marle. Et puis, vous le voyez également pour l'enherbement. Donc, je vous le montre, mais je pense que Pauline vous en parlera par la suite. Vous avez un autre exemple ici avec le Beaujolais. Vous avez également une augmentation assez nette. On double carrément la biomasse microbienne avec l'apport sur 2 apports de 50 tonnes de compost de déchets verts, par exemple. Donc, c'est vrai que cette biomasse microbienne, cette matière organique vivante, c'est par contre là un indicateur précoce du changement de statut organique du sol, donc qui peut être intéressant à ce niveau-là. Et puis, troisième paramètre, je voulais vous montrer, parce que c'est une question que j'ai souvent, on me demande souvent, est-ce que quand j'apporte un amendement organique, je risque pas d'acidifier mon sol? Donc là, je vous ai mis l'exemple des 2 sites où il y a des sols acides, hein, le Beaujolais et l'Anjou, et vous voyez que c'est plutôt le contraire. Ces amendements organiques, en tout cas ceux testés, hein, ils ont vraiment un effet plutôt amendement basique, hein, ils vont plutôt augmenter le pH. Donc vous le voyez ici pour le Beaujolais, même si les différences ne sont pas toujours significatives, et puis vous le voyez ici également pour l'Anjou, avec le compost de déchets verts et le compost du commerce. Ah, donc ça, c'est à bien retenir, et c'est des résultats d'ailleurs qui ont été obtenus aussi en grande culture, hein, ils ont des résultats identiques. Donc voilà pour ces résultats. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les critères de choix pour les amendements organiques. Alors bien évidemment, le premier, c'est la richesse en matière organique ou en carbone. Bon, ça c'est évident, je vais pas m'appesantir dessus. Un autre indice qui peut être intéressant, c'est l'indice de stabilité de la matière organique, ce qu'on appelle l'ISMO, hein, qui est maintenant en cours depuis quelques années et qui en fait représente le pourcentage de carbone stable. Une fois que vous aurez mis votre amendement organique, le pourcentage de carbone stable qui va rester dans le sol en fait au final, donc qui ne sera pas minéralisé sur le long terme. Donc ça, cet indice de stabilité de la matière organique, il est déterminé en laboratoire, hein, donc il y a une norme qui existe pour ça, et il est mesuré sur le produit, donc il est vraiment spécifique au produit. Donc, si on peut regarder ce que ça donne, là, c'est une étude qui a été faite par INRAE, qui donne ici, pour différents types de produits organiques, l'ISMO, hein, donc qui est représenté en pourcentage de la matière organique ici. Donc, vous avez ici en bas plutôt tout ce qui est amendement organique, donc qui va du coup avoir des ISMO élevés. Hein, ça va laisser, si on prend le cas du compost de déchets verts, vous voyez qu'on est grosso modo entre 80 et 90%. C'est-à-dire que 80 à 90% de la matière organique qui est contenue dans ce produit va être stable au niveau du sol au final. Et à l'inverse, vous voyez qu'il y a des produits ici comme les fientes ou les engrais organiques qui sont plutôt des engrais qui, eux, vont laisser peu de carbone stable au final au niveau du sol. Par contre, là, ils vont être plus intérêt pour minéraliser, du coup, libérer notamment de l'azote ou du phosphore disponible pour les plantes.
Donc cet ISMO, il est vraiment très intéressant pour pouvoir du coup des fois calculer ensuite le carbone qu'on va pouvoir notamment stocker si on a aussi un objectif un petit peu environnemental. Les autres critères, je vais passer rapidement dessus. Il y a aussi la richesse en aliments minéraux, puisque quand vous apportez un amendement organique, vous n'apportez pas que du carbone ou que de la matière organique. On a vu, il y a de l'azote, il y a du phosphore, il y a aussi du potassium, il y a du magnésium. Donc c'est aussi à prendre en compte dans votre plan de fumeur à ce niveau-là. Et puis, bon, il y a des critères de choix que vous connaissiez mieux, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais qui sont quand même importants. C'est bien évidemment la facilité d'épandage et puis le coût. Pour finir, je vais terminer avec une autre sortie donc, du projet OADMO donc, que je vous ai présenté tout à l'heure. Dans ce cadre de ce projet, et à partir aussi des résultats qu'on a obtenus sur le réseau matière organique, on a pu paramétrer et valider un modèle qui s'appelle AMG, qui existe déjà pour les grandes cultures. Et ça nous a permis donc de réaliser un prototype d'outil qui permet d'évaluer en fait l'évolution du stock de matière organique d'une parcelle en fonction du temps et en fonction des pratiques. Donc vous avez ici un exemple de scénario. Alors je vous ai pris l'exemple du Beaujolais parce que je travaille dans le Beaujolais. Donc c'est sur un sol vraiment granitique, acide, très faiblement pourvu en matière organique. Vous voyez qu'on a 0,8%, ce qui est quand même faible. Et donc on a fait fonctionner en fait cet outil sur différents scénarios. Donc vous avez ici le stock de carbone sur 0,30 cm. Je vous ai mis en parallèle le pourcentage de matière organique que ça peut donner. Et puis vous avez l'évolution donc sur le long terme, sur 50 ans. Donc si on regarde très rapidement, vous avez ici comme modalité un désherbage mécanique, mais sans restitution des bois de taille. Vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution en fait du taux de matière organique, du stock de carbone. Vous voyez par contre que dès qu'on restitue les bois de taille, donc ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi un bon moyen, je dirais, d'apporter de la matière organique, c'est de restituer aussi les bois de taille. Vous voyez que ce n'est pas négligeable, on n'est pas loin des 50% de plus, donc c'est vraiment pas négligeable. Et puis sinon, vous avez également ici, voilà, quand on apporte ici un compost du commerce de l'ordre de 1,5 tonnes de matière fraîche par an, ou quand on apporte du compost de déchets verts à 25 tonnes de matière fraîche tous les 4 ans. Donc en fait, en fonction du taux de matière organique ou du stock de carbone que vous voulez obtenir, vous pouvez faire varier en fait ces différents paramètres, le type de produit, la quantité, et l'outil va vous permettre du coup d'évaluer cette évolution de votre stock de carbone au final. Voilà, et puis vous voyez que j'ai mis aussi ici l'enherbement permanent qui permet aussi d'améliorer le statut organique du sol. Et donc ça me fait faire une transition avec Pauline qui va vous parler maintenant des couverts végétaux. Merci Jean-Yves. Alors, du coup, oui, donc comme l'a dit Jean-Yves, la matière organique est très importante pour entretenir la fertilité du sol. Et donc, les apports externes apportent cette quantité de matière organique, mais il existe d'autres leviers, et notamment au sein même de vos vignes, où vous allez avoir des restitutions issues même de votre vignoble en matière organique. Et donc, on pense souvent au sarment, mais il y a aussi donc les couverts végétaux, et une diversité de couverts végétaux existe pour vous apporter ces restitutions-là. Donc, on va voir un peu ensemble ce volet-là, apport de matière organique via les couverts végétaux. Donc, l'enherbement, c'est quand même une solution très intéressante, une solution durable, puisque elle apporte différents services écosystémiques, c'est-à-dire des services qui sont gratuits, qui sont rendus par la nature. Et donc, ces services sont sous différentes formes. Ça va être, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, ça va être une protection des sols, une maîtrise de la vigueur et du rendement, un embellissement des paysages, une préservation de la biodiversité et une amélioration du stockage de carbone. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect entretien de la fertilité que va avoir les couverts végétaux. Et donc, cet entretien de la fertilité équivaut en fait à une meilleure disponibilité, une accessibilité des ressources, mais aussi une meilleure activité biologique et une stabilité structurelle et une décompaction qui vont être améliorées grâce à ces couverts végétaux.
Donc nous, à la Chambre d'agriculture de la Gironde, on a choisi comment dire, d'étudier ces couverts végétaux puisque c'est quand même une pratique qui demande une certaine technicité et aussi un recul, beaucoup de temps pour voir les résultats que apportent ces couverts végétaux. Donc au sein de la Chambre d'agriculture, on a mis en place le projet Vertigo qui donc a démarré en 2013 et il va aller jusqu'en 2023. Donc, ce projet Vertigo a été mis en place dans le but d'apprendre à gérer cette couverture végétale à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps. Et on a choisi de se concentrer sur 2 objectifs. Donc, le maîtrise de la concurrence hydrominérale induite par ces couverts et aussi la maximisation de ces différents services écosystémiques que je vous ai présentés précédemment. Donc, en fait, le projet est basé à la fois majoritairement en Gironde, mais on a aussi une parcelle en Dordogne. Donc, on a 12 parcelles. Ça nous permet en fait de cibler les différentes appellations et aussi les différents contextes pédoclimatiques, mais aussi les différents enjeux des viticulteurs. Et du coup, au sein de ce réseau, on a testé différents types de couverts. Et l'objectif en fait de ce projet Vertigo, c'est vraiment de travailler en collaboration avec les viticulteurs et de co-créer en fait des références. Donc, nous, on a choisi de se baser vraiment sur 2 leviers, donc 2 types de couverts. Vraiment la gestion extensive des couverts spontanés, donc ce qui correspond à l'enherbement naturel, et l'implantation de couverts semés temporaires, qui correspond à ce qu'on nomme souvent les engrais verts. Donc c'est pas, il faut savoir qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est des couverts qui vont être complémentaires entre eux sur comment dire, une configuration précise, mais dans certains cas, sur certaines parcelles, ils ne seront pas forcément complémentaires. Il faut bien savoir donc que il n'y a pas de recette miracle et c'est à vous derrière en tant que viticulteur de vraiment construire à la carte votre dispositif et surtout de tenir compte en fait du contexte pédoclimatique, entre autres, de votre matériel végétal, de votre densité de plantation et derrière aussi de vos enjeux et des coûts que ça va engendrer. Donc c'est pour ça que il faut vraiment avoir une vision, une réflexion systémique à l'échelle de l'exploitation et aussi ne pas attendre des résultats rapides. Ça demande quand même quelques années avant de voir l'impact des couverts végétaux sur la vigne. Donc si on s'intéresse à la gestion extensive de l'enherbement spontané, traditionnellement, on met en place traditionnellement, ce qui est fait, c'est souvent des pratiques assez intensives qui vont derrière sélectionner en fait des espèces qui vont être problématiques au niveau de la vigne. Et donc ça passe notamment, par exemple, on peut penser à des pratiques pour éliminer cet enherbement, notamment le désherbage chimique, qui va derrière créer des résistances et on va avoir un développement assez anarchique des régirons du Canada. On peut penser aussi au travail mécanique qui en fait va favoriser la dissémination de certaines espèces via leur rhizome, notamment le chien-dent. Ou alors on va avoir des pratiques intensives comme les tontes très rases, type crine de golf. Et donc ce type de pratique va favoriser en fait des espèces concurrentielles, puisque plus on va raser, plus on va tondre court, et plus on va stimuler la plante pour se reproduire. Et donc, en essayant de se reproduire, elle va consommer en fait les ressources qui ne seront plus disponibles pour la vie. Donc, nous, on a fait le choix au sein du projet Vertigo vraiment de choisir de vivre avec l'enherbement, de vivre avec le végétal, et donc d'essayer d'occuper au maximum l'espace par un couvert qui va être géré de manière extensive et donc favoriser des espèces non néfastes et voire bénéfiques pour la vigne. Donc, comment on peut mettre en place cette gestion extensive? Nous, ce qu'on essaye de faire au sein du réseau Vertigo, c'est de diminuer le nombre de tontes,
de réaliser des tontes à une à deux tontes par an, de manière surtout retarder la première tonte pour laisser en fait le temps aux espèces d'arriver à floraison, puisque une fois que la floraison est passée, elles n'ont plus besoin des ressources et elles ne seront pas en concurrence en fait avec la vigne. Et limiter aussi les tontes rases, donc augmenter la hauteur de coupe pour du coup en fait laisser une diversité de plantes s'installer. Donc vraiment l'objectif c'est ça, c'est d'augmenter la diversité du couvert, de laisser s'installer des espèces annuelles à cycle long et donc qui seront beaucoup moins concurrentes pour la vigne. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même des limites et des freins à cette pratique et notamment l'aspect esthétique. C'est vrai que certains viticulteurs nous le disent, ils ne sont pas du tout habitués à avoir de l'herbe au sein des vignes. Après, c'est assez subjectif parce qu'on se rend compte que les nouvelles générations sont plus tolérantes et on a ce côté esthétique qui évolue, puisque avec comment dire, l'influence des réseaux sociaux, les influenceurs, etc., les viticulteurs, pour des aspects plutôt aussi communication, vont avoir tendance à enherber leur vigne et à essayer de favoriser des espèces plus ou moins esthétiques. Et on a un autre frein qui va être qui va être souvent la crainte d'une concurrence, qui peut être tout à fait légitime, puisque notamment si on met en place ce genre de pratique sur des vignes qui n'ont jamais été enherbées, qui n'ont jamais connu d'herbe et qui ont un matériel végétal de base qui n'aide pas à gérer cette concurrence-là, bien sûr, on va avoir des problèmes de concurrence. Donc, c'est vraiment une gestion, une pratique à réfléchir, à mettre en place. Et surtout, quand je parle de réflexion, c'est qu'on peut mettre en place un autre type de couvert, notamment les couverts semés qui vont être une mesure compensatoire vis-à-vis de cet enherbement naturel. Donc, l'implantation des couverts semés interrangs, aussi nommés engrais verts, le principe est très simple. En fait, c'est semer des espèces annuelles. Donc, c'est les semer avant ou après vendange et les détruire au début du printemps pour éviter en fait tout ce possible problème de concurrence hydrique et minérale vis-à-vis de la vigne. Donc, ces couverts, ces engrais verts, ils ont les mêmes bénéfices en fait que les couverts naturels, mais ils vont avoir d'autres bénéfices en plus, comme par exemple les apports et restitutions organiques et azotées. Notamment, on peut penser aux légumineuses qui vont apporter de l'azote. Ils vont favoriser une structuration et une décompactation des sols, notamment les graminées via leur système racinaire fasciculé, mais aussi les crucifères via leurs racines pivotantes, qui vont venir vraiment décompacter en profondeur. Aussi, une fois que le couvert est détruit, ça va apporter vraiment de la matière organique et aussi un gîte et un couvert à la vie du sol, comme l'a présenté précédemment Jean-Yves. Et aussi, selon comment on va détruire ce couvert, on va avoir, par exemple, si on le détruit en le roulant, on va avoir vraiment cet effet mulch et on va limiter derrière, en fait, en créant vraiment un paillis, on va limiter derrière le développement des adventices et on va vraiment avoir un effet tampon face aux aléas climatiques, que ce soit en saison, si on a un millésime plutôt à tendance stress hydrique, on va vraiment conserver l'humidité sous ce couvert-là et limiter ce stress. Et par exemple, notamment cette année, dans le Bordelais, si on a plutôt un millésime à tendance très pluvieux, on va aussi limiter derrière les phénomènes aussi de dégradation des sols, notamment érosion, phénomène de battance, tassement. Et enfin, un autre bénéfice qui est intéressant chez les engrais verts, c'est vraiment aussi cet effet allélopathique, c'est-à-dire que, par exemple, les graminées vont éliminer les espèces envahissantes en libérant en fait des substances qui vont limiter la germination d'adventices. Donc, c'est vraiment ces couverts végétaux ont vraiment des atouts, mais par contre, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Et il faut derrière aussi
prendre en compte faut vraiment cerner ces problématiques et aussi ces enjeux et tenir compte de ces moyens humains, mais aussi matériels, et aussi le coût. Et nous, ce qu'on préconise souvent à nos viticulteurs, c'est que avant de mettre en place ce genre de pratique, c'est de déjà faire un premier diagnostic, c'est-à-dire regarder premièrement la vigne. Est-ce que j'ai des problèmes, un manque de vigueur, un manque de rendement, trop de vigueur, trop de rendement, des problèmes de carence. Enfin, vraiment observer sa vigne et derrière regarder au niveau plutôt au niveau de la surface et notamment la flore, parce que comme je vous l'ai dit, la flore ça va être vraiment le reflet en fait à la fois de votre contexte pédoclimatique mais aussi le reflet de vos pratiques. Et dans cette flore, il peut très bien y avoir des espèces qui vont être néfastes, mais aussi d'autres qui vont être bénéfiques et qui vont aussi vous renseigner derrière sur quelles espèces poussent au sein même de votre vignoble. Donc nous, derrière, à la Chambre d'agriculture, on a développé un outil qui s'appelle Garance, qui va vous aider, enfin qui est très lié quand même au contexte pédoclimatique de Nouvelle-Aquitaine et qui va vous aider à reconnaître cette flore. Et derrière, il y a quelques préconisations qui sont données, notamment est-ce que cette espèce est néfaste ou bénéfique? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme pratique pour la limiter ou justement pour augmenter cette espèce-là au sein de notre vignoble? Et donc voilà. Et donc après, dans ce diagnostic-là, on passe au sol. Et donc au sol, c'est vraiment caractériser son sol, essayer de cerner quelles vont être les limites et les atouts que j'ai au niveau de mon sol. Et donc nous, ce qu'on a mis au point au sein de la Chambre d'agriculture, ça va être la box qui va vraiment vous aider à caractériser de manière assez rapide et ludique votre sol en surface et aussi sur un petit profil pédologique de 30 cm, où là, vous allez pouvoir voir un petit peu la structure de votre sol, son état de compacité, s'il est plus ou moins poreux, mais aussi cette activité biologique qu'il y a ou non. Et donc, une fois que vous avez vraiment fait votre diagnostic, donc vigne, flore et sol, pardon, vous allez pouvoir maintenant, vous avez cerné vos problématiques et vous allez pouvoir mettre en place les pratiques adaptées à ces problèmes. Et donc, ce qu'on a mis au point récemment, c'est le guide d'ICISOL qui va vous permettre vraiment de manière assez ludique et très facile de mettre en œuvre ces pratiques-là. Donc, tous ces outils que je vous ai présentés, vous pouvez les retrouver sur notre application d'ICISOL en flashant ce QR code ou bien sur le site du Vinopôle. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail pour le guide d'ICISOL. Donc, le guide d'ICISOL, c'est rapidement, c'est un guide qui s'est construit déjà en collaboration avec nos viticulteurs partenaires du réseau. Et donc, on a ciblé 10 problématiques tournées autour du sol qui rencontrent majoritairement comment maîtriser son rendement, comment réduire les herbicides, comment maîtriser les mauvaises herbes. Et à partir de ces problématiques, on a cherché donc à mettre en place des solutions via des pratiques alternatives de gestion durable des sols, dont les couverts végétaux, mais aussi les apports de matières organiques de manière externe, comme ce qu'a décrit Jean-Yves précédemment. Et donc, vous allez retrouver un panel de solutions agronomiques détaillées. Et donc, ce guide, il est disponible sous version numérique. C'est une sorte de PDF interactif, je vais vous montrer juste après. Et il contient aussi différents liens externes, donc des cartes avec des contacts de semenciers, des vidéos de machinisme, des renseignements au niveau de subventions, plusieurs liens aussi pour aller plus loin. Et donc, comme je vous l'ai dit, il est disponible donc, via ces réseaux-là. Donc, je vais vous le présenter de suite. Donc, normalement, vous devez le voir. Donc, voilà, voilà la première page. Donc, il est constitué de cette manière-là. Donc, vous avez un premier onglet où là, il y a vraiment toute la présentation du guide. Et puis après, vous allez pouvoir identifier vos problématiques à votre parcelle. Donc là, vous avez les dizaines de problématiques qui sont regroupées. Donc par exemple, aujourd'hui, si je m'intéresse dans un contexte donc, de dépérissement, plutôt à comment maîtriser ou pérenniser mon rendement, je clique ici et j'arrive sur cette fameuse fiche problématique qui va être constituée de cette manière. Une première partie qui est un peu plus des définitions ou
des généralités pour vous rappeler un petit peu, bah voilà, qu'est-ce qui conditionne mon rendement, comment je peux, voilà, comment je peux aussi maîtriser donc ma vigueur qui va être notamment, comment dire, qui va influencer mon rendement. Et derrière, je vais avoir mes solutions. Et donc j'ai mes différentes solutions qui apparaissent en bas. Et donc aujourd'hui, comme je vous présente vraiment le levier plus couverts végétaux, on va cliquer sur la solution enherbement, ici. Et donc on arrive sur notre première fiche solution. Donc voilà, ça vous présente ce qu'est un couvert. Enfin oui. Quels sont les différents types de couverts qu'on peut mettre en place au sein de sa parcelle, quels sont ses avantages et qu'est-ce que ça implique. Donc nous, par exemple, si on se base sur les engrais verts, je vais cliquer ici, et donc on va avoir toute une présentation des engrais verts. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment une pratique qui demande beaucoup de réflexion. Et derrière, il faut savoir que comme c'est une pratique annuelle, il va falloir suivre un calendrier cultural. Donc choisir ses semences, les commander, préparer son sol, semer à la bonne période et aussi le détruire à la bonne période, mais avec différentes notions au niveau de, comment dire, c'est-à-dire que vous n'allez pas le détruire de la même façon selon les restitutions que vous voulez. Donc si vous voulez, donc soit vous pouvez passer par ce biais-là, le petit calendrier, ou bien revenir à l'onglet engrais vert. Donc je vais le faire défiler rapidement. Donc voilà, la première étape, c'est donc de bien choisir les espèces à semer, puisque selon les caractéristiques de votre sol, et aussi les problématiques que vous rencontrez, vous n'allez pas mettre en place les mêmes espèces. Notamment si vous êtes sur un sol acide, on va éviter de mettre en place des crucifères, puisqu'elles vont avoir tendance à acidifier le sol. Si vous avez des problèmes de compaction, vous allez pouvoir choisir voilà, des graminées, ou alors des crucifères pour décompacter plus en profondeur, comme je dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment en fait un guide très interactif et qui se veut très pédagogique et qui est là pour vous accompagner. Donc voilà, je vais passer un petit peu les diapos. Donc une fois que vous avez choisi vos espèces, on a mis en place un répertoire vraiment des espèces majoritaires qu'on utilise, avec à quelle densité les semer, quelles restitutions elles vont m'apporter, quels bénéfices je vais avoir, sur quel type de sol aussi elles sont recommandées. Et donc après, voilà, ça va être vraiment des préconisations, comment je vais raisonner mes doses, sachant que nous, par exemple, on préconise toujours de semer en mélange, parce que bah, voilà, selon les années, toutes les espèces de mélange, toutes les espèces en fait issues du mélange ne vont pas forcément prendre de la même façon, ne vont pas lever de la même façon. Et donc vraiment, c'est pour maximiser au mieux les bénéfices rendus par l'engrais vert qu'on préconise des mélanges. Et donc vous allez avoir voilà, des fiches donc comment commander ces semences, notamment en agriculture biologique, puisqu'il faut se procurer au maximum des semences labellisées bio. On a mis au point voilà, un répertoire de semenciers, aussi une carte interactive. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est vraiment la première version du guide et qu'il va vraiment être, complété dans les années à venir. Et donc, on souhaite vraiment voilà, que vous ayez accès derrière, vous en tant que viticulteur, à un panel de semenciers ou distributeurs près de chez vous, le plus facilement possible. Donc après, c'est plein de conseils sur l'implantation, sur la date à laquelle le faire, des préconisations sur le type d'outils aussi à utiliser, parce qu'il faut bien savoir que selon le type de sol que vous avez, vous n'allez pas utiliser le même outil, parce que si vous utilisez un mauvais outil, vous allez engendrer et même augmenter les risques, les problématiques que vous avez déjà sur vos sols. Donc voilà, c'est très interactif comme guide. Vous avez des liens externes aussi vers le Matevi. Et donc voilà. Merci Pauline pour cette présentation. Il me semble qu'il te reste une diapo de conclusion. Ouais, donc pour conclure, je voulais vraiment
enfin, je pense qu'avec Jean-Yves, ce qu'on voulait faire passer comme message, c'est que vraiment, il existe une diversité de leviers pour gérer de manière plus durable ces sols viticoles. Il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de recette miracle, ça prend aussi du temps, comme l'a dit Jean-Yves. Et c'est vraiment important de combiner en fait ces leviers pour maximiser au mieux les services écosystémiques. Et donc, comme je le disais, c'est vraiment aussi important de connaître son sol pour mieux les gérer, prendre en compte ses problématiques et utiliser les leviers adéquats. Et vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'avoir vraiment une vision systémique aussi pour, dans un contexte aussi de limitation du dépérissement, c'est-à-dire que ça passe pas non plus que par le sol, ça va aussi passer par le matériel végétal, les itinéraires techniques, le climat et comme tu nous l'as dit tout à l'heure, Caroline, il y a d'autres sur la page du plan de dépérissement, il y a d'autres webinaires et d'autres publications qui vont sortir sur ces leviers-là. Donc voilà. Merci à tous les deux pour vos présentations. Alors, ce soir n'est pas coutume, on a reçu beaucoup de questions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va nous permettre de discuter. On a reçu une question d'un conseiller de la Chambre du Gard qui nous demande s'il y a des retours d'expérience sur la pertinence d'un amendement organique réalisé avant la plantation par rapport à un amendement qui aurait été réalisé en cours de culture. Est-ce qu'on a des résultats, peut-être Jean-Yves, sur des comparatifs avant plantation et en cours de culture, ou c'est pas encore des choses qui sont travaillées? Alors, des comparaisons entre les deux, dans ma tête, j'en vois pas. Par contre, bon, il y a eu des essais qui ont été faits là par les chambres justement du Sud-Est là. Alors plus à la plantation, hein, pas en comparaison après plantation. Après, je pense que l'intérêt de le faire avant plantation, c'est déjà qu'on peut apporter, enfin surtout si on est déséquilibré, c'est qu'on peut en apporter plus. Et puis on peut on peut facilement le faire puisque la vigne n'est pas en place. Alors qu'une fois que la vigne est en place, c'est beaucoup plus compliqué où vous allez être obligé de le mettre essentiellement sur un terrain. Enfin, ça va être plus difficile, quoi. Et aussi d'apporter des grosses quantités. Donc c'est vrai que si vous avez un gros déficit, il vaut mieux le faire à la plantation. Ok, donc plutôt à la plantation. On a une autre question d'un viticulteur cette fois-ci qui nous demande quel est l'intérêt de la marque Sobac Bactériosol. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là, ou peut-être Pauline? Ou c'est pas une marque avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, peut-être? Non, enfin, personnellement et même au sein de l'équipe, on ne travaille pas avec cette marque-là. Je ne connais pas du tout pour le coup. Et Jean-Yves, toi non plus? Ouais, je connais le nom. Par contre, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile du coup de donner un avis, quoi. Ok. Alors, on va repartir dans Lyon maintenant, et on a une autre question sur l'impact de l'augmentation de la teneur en matière organique par rapport aux essais sur la rétention en eau du sol. Est-ce que tu peux nous rappeler quand on augmente la teneur en MO des sols, comment ça évolue comment ça modifie la rétention en eau? Oui, alors c'est vrai que la matière organique, comme je disais, elle a cette capacité d'absorber de l'eau, donc de pouvoir la retenir. Donc je dirais que théoriquement, oui, c'est faisable. Après, alors moi, j'ai pas d'essai, notamment là sur ce que j'ai pu vous montrer. C'est pas des choses qu'on a mesurées et bon, on l'a pas vraiment vu. Je pense qu'il faut quand même des augmentations de matière organique importantes pour ça, honnêtement. Donc, faut vraiment taper assez haut, je pense, pour vraiment faire avoir vraiment un impact à ce niveau-là. Alors Ok, après, Pauline? il y a des choses qui sont en cours d'expérimentation. C'est ce qu'on appelle les hydrorétentats de façon peut-être un peu plus globale, qui peuvent aussi avoir un intérêt, notamment, bon, il y a des formes de matière organique, donc je pense par exemple au biochar, qui sont expérimentées actuellement aussi dans ce sens-là, quoi. Bon, faut voir ça sur le long terme également, mais apparemment, ça pourrait avoir un intérêt pour retenir l'eau du sol et puis la relarguer ensuite pour la plante.
Ok, est-ce que Pauline, tu veux rajouter quelque chose? Bah, surtout aussi, c'est que ça va dépendre de son sol et donc de sa texture de base, notamment au niveau argileux, puisque derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est le complexe argilo-unique, comme l'a dit aussi Jean-Luc. Enfin, c'est vraiment cette complexité argile-matière organique qui va favoriser aussi cette rétention d'eau. Ok. J'ai une autre question sur la durée de vie des mulches une fois qu'ils ont été coupés, enfin roulés. Quelle est leur durée de vie moyenne? Est-ce qu'ils durent toute la saison? Est-ce que Alors ça va dépendre de si il a été broyé ou roulé. S'il a été broyé, notamment finement, ça va se dégrader beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Alors que s'il va être roulé, il va se dégrader plus lentement. Et, euh, et du coup, ça va aussi dépendre de la saison. C'est-à-dire que si ça va être une saison plus ou moins pluvieuse ou sèche, ça va se dégrader différemment. Mais souvent, nos paillis tiennent l'été. Enfin, cette année, on a eu des problèmes un petit peu de salissement, puisque ça a été pluvieux et donc ça n'a pas stoppé non plus tout le développement des adventices. Mais ça tient, on en retrouve quand on refait les semis en septembre du paillis. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Donc voilà, c'est détruit. Cette année, le plus tardif qui a été détruit, ça a été en juin. Et on a semé en septembre, donc le pays dure quand même de 3 mois, quoi. Ok. J'ai encore d'autres questions. Avant ça, j'ai oublié de vous préciser que le guide Décisol que vous a présenté est téléchargeable directement dans le panneau de configuration GoToWebinar. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Documents à télécharger et vous avez deux documents, le guide Décisol dont Pauline a parlé et les carnets du plan dont je vous parlerai en fin de webinaire. Si je repasse aux questions en lien directement avec la gestion durable des sols, j'en ai une que je viens de recevoir sur le niveau, quel est le niveau de contribution d'un engrais vert dans la fertilisation azotée d'une vigne? Bah, en fait, ça va dépendre déjà des espèces qui sont au sein de cet engrais vert, puisque forcément, si on implante des légumineuses, on n'aura pas les mêmes restitutions en azote que si on n'en implante pas. Et puis après, ça va aussi dépendre de comment le couvert s'est développé, en quelle quantité on a forcément ces espèces-là. Et puis derrière, ça va dépendre aussi de la dégradation, puisque ça va pas être restitué non plus enfin, du jour au lendemain. Et cette restitution, du coup, est dépendante à la fois du climat, mais à la fois du sol, et du comportement aussi de la vie organique, de l'activité biologique, des sols. Je sais pas ce que je sais pas ce que tu en penses, Jean-Yves. Je sais que nous, on utilise la méthode Merci pour voir les restitutions potentielles. Voilà, après, comme tu disais, ça dépend beaucoup de la biomasse qui est produite, de la biomasse d'engrais vert. Ensuite, ouais, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout l'azote qui est contenu dans l'engrais vert ne va pas servir à nourrir la plante, puisqu'il y a une partie non négligeable d'ailleurs qui va revenir dans la matière organique, donc qui ne sera pas minéralisée au final. Ok. J'ai une autre question à vous poser. Y a-t-il des risques ou des gros inconvénients à apporter de la matière organique fraîche plutôt que de la matière organique compostée? Et mieux vaut-il mettre de la matière organique fraîche que pas de matière organique du tout? Est-ce qu'il y a une gradation entre les différentes qualités de matière organique? Est-ce que si elle est fraîche, on grille tout Après, ça dépend beaucoup du type de matière organique au départ. De façon assez générale, donc la matière organique fraîche, alors, bon, voilà, ça dépend si elle est déjà beaucoup lignifiée ou pas en fait. Si elle n'est pas trop, ça va se dégrader assez rapidement. Donc là, ça va plus.
faire le même effet qu'un engrais vert, on va dire, hein, donc ça va être minéralisé en grosse partie. Donc il va servir plus, je dirais, d'engrais, alors que par exemple un compost, lui, il est fait plutôt, on l'a vu tout à l'heure hein, par rapport à l'ISMO que je vous ai présenté, il est fait plutôt pour apporter du carbone stable dans le sol. C'est un petit peu la différence. Alors après, il faut faire attention parce qu'il y a des matières organiques fraîches, par contre, qui peuvent être très lignifiées. Du coup, elles vont être peu minéralisées au final. Et je dirais qu'il faut peut-être aussi se méfier un petit peu, c'est qu'il y en a qui peuvent aussi procurer une fin d'azote, enfin ce qu'on appelle une fin d'azote, hein, c'est-à-dire que les micro-organismes, pour la dégrader, vont avoir besoin de beaucoup d'azote parce que le rapport C sur N est très élevé. Hein, et du coup, elles vont consommer de l'azote qui est dans le sol au détriment, je dirais, de la vigne. Donc, on peut avoir éventuellement ce problème-là si la matière organique fraîche apportée voilà, et un C sur N qui est trop élevé. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question. Si, ça a permis à une autre question d'arriver. Est-ce qu'il y a une variété de fumier à favoriser? Par exemple, cheval ou mouton, enfin. Non, alors après, alors j'ai plus trop en tête, mais les compositions peuvent être différentes, notamment par rapport à d'autres éléments minéraux. Donc là, il faudrait regarder par rapport à ça. En fonction du type de sol, c'est vrai qu'il faut faire attention, par exemple, si votre sol est déjà riche en potassium, d'éviter d'en rapporter trop en apportant un fumier qui peut être riche, par exemple. Donc ça peut varier en fonction du type de fumier. Après, sur la partie purement, je dirais, organique, là, ça va dépendre beaucoup de l'ISMO dont je parlais hein, pour la restitution de carbone stable hein, au final. Donc c'est ces deux points surtout sur lesquels il faut faire attention. Ok, alors pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions qui sont arrivées. On avait une question qui était arrivée par mail, mais je ne suis pas sûre que la personne qui nous l'avait posée soit vraiment en ligne. Elle était cependant intéressante, donc je la repose, Jean-Yves, puisqu'elle nous vient du Beaujolais. Quelles seraient les alternatives possibles au travail du sol dans une parcelle qui est taillée en gobelet dans le sud du Beaujolais? Est-ce que tu peux nous donner seulement des pistes peut-être, comme on l'a évoqué? Ouais, alors la problématique, je pense qu'elle est surtout sur le rang. Hein. C'est vrai que sur l'interrang, bon, on peut enherber, alors soit de façon permanente, soit de façon temporaire, comme l'expliquait Pauline. Après, sur le rang, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat. C'est vrai que si vous êtes déjà enherbé sur l'interrang, éventuellement, on peut enherber sous le rang. Donc là, c'est des essais qu'a conduit ma collègue Laure Gontier dans le sud-ouest. Par contre, là, il faut faire très attention parce qu'il y a quand même la concurrence hein, qui est importante. Donc, de mémoire, hein, ça avait bien fonctionné sur des sols qui sont quand même profonds et riches. C'est vrai que dès que vous êtes sur des sols qui sont plutôt peu fertiles et puis superficiels, bon, c'est beaucoup plus risqué en termes de concurrence. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout ce qui est paillis hein, sous le rang. Donc là, il y a différentes sortes de paillis qui peuvent exister. Bon, par contre, c'est quand même assez contraignant. Faut en apporter régulièrement. Faut pouvoir le mettre aussi, l'épandre. Donc ça demande quand même du temps. Donc ça a aussi un coût qui est pas négligeable. Quoi. Même si bon, nous on travaille actuellement là justement en gobelet, alors plus dans le Beaujolais Nord, sur du paillage intégral, enfin surtout de la surface avec de la paille de blé. Bon, les résultats, bon, voilà, ça fait que 2 ans qu'on fait l'essai, ils sont plutôt intéressants. Par contre, il y a quand même le côté derrière pratique, voilà, comment épandre la paille, puis le coût derrière, quoi, qui peut ne pas être négligeable. Après, je vais dire peut-être un petit mot aussi. C'est vrai que souvent, on met un peu le travail du sol ou le désherbage mécanique maintenant est un petit peu mal vu. Bon, c'est vrai qu'il a un impact qui peut être un peu négatif sur notamment les organiques du sol. Hein. Faut pas non plus, je dirais, être extrémiste quoi, à ce niveau-là. Quoi, hein. Bon, si on désherbe que sous le rang, c'est quand même une bande qui est relativement modérée.
Et puis, bon, ça permet déjà de ne pas utiliser des herbicides, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, je dis, faut aussi raison garder. Hein, on nous en demande beaucoup. Voilà, on peut se permettre quand même aussi de temps en temps quand même de désherber un peu mécaniquement. Surtout, bon, en vigne, c'est quand même voilà, on désherbe sur des profondeurs qui sont relativement modérées. Quoi. Voilà, je remets un petit peu les choses à leur place. Quoi. Alors, un autre point dont on n'a pas du tout parlé ce soir, c'est comment estimer l'apport de matière organique pour les engrais organo-minéraux. Souvent, il n'y a pas les valeurs d'ISMO ni de K1 qui sont indiquées. Et est-ce qu'il y a une façon simple ou même pas simple d'estimer cet apport de matière organique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les engrais, ils ne sont pas faits pour apporter de la matière organique, hein, par définition. Donc, les engrais servent à la nutrition de la plante. Donc, ils vont lui apporter plutôt des éléments minéraux. Contrairement aux amendements, où là, les amendements, l'idée, c'est de jouer sur le sol, hein, sur les propriétés du sol, notamment la matière organique. Donc, c'est vraiment des produits qui sont différents. Si vous voulez jouer sur les propriétés du sol, faut apporter des amendements organiques. Les engrais organiques, ils vont permettre plutôt donc de nourrir la plante, donc la vigne. Éventuellement, c'est vrai qu'ils peuvent servir aussi à booster la biologie du sol, les micro-organismes. Par contre, souvent, ils restituent très peu de carbone stable au final en termes de matière organique. Ou alors, il faut en mettre des quantités exorbitantes, mais ça coûte très très cher. Ok. Alors, il y a une autre question, je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise. La question, c'était est-ce qu'il y a des essais d'épandage est-ce que dans les essais d'épandage de compost de fumier, vous allez jusqu'à l'analyse du vin en fin de fermentation alcoolique? Alors nous, là, sur le réseau que j'ai montré, on va pas jusqu'au vin. Par contre, bon, je l'ai pas montré parce que c'était pas directement le sujet. On a quand même regardé ce qui se passait au niveau de la vigne, quoi. Donc rendement, vigueur et puis qualité des baies, quoi. Voilà. Honnêtement, on n'a pas vu énormément d'impact à ce niveau-là. Alors bon, on a eu 8 ans de recul. Donc je le redis, hein, ça peut paraître long, mais en fait, c'est très court à l'échelle du sol. Mais par contre, on n'est pas allé jusqu'au vin. Alors, je ne sais pas la question si c'était sur la qualité du raisin. Bon, nous, on n'a pas vu d'impact négatif, en tout cas, des apports d'amendements organiques sur la qualité des baies. Okay. On peut avoir même des fois un effet plutôt bénéfique sur l'azote assimilable, dans certains cas, pour des apports assez conséquents. Et sinon, bon, on n'a pas vu une perte par exemple, sur le degré probable ou des vins plus ou moins acides. Enfin, ça, on l'a pas mis en évidence. Et Pauline, dans le projet Vertigo, vous allez jusqu'à l'analyse des vins ou Nous, du coup, chaque année, on suit donc les couverts végétaux et aussi la vigne. Donc comme a dit Jean-Yves. Mais on a aussi fait une vinification l'année dernière. Et du coup, on n'a pas trouvé de différence significative. Et là, en 2023, on va aussi en refaire une. Mais comme le dit Jean-Yves, c'est à l'échelle, il faut une échelle de temps assez grande avant de voir des impacts sur la vigne, quoi. Et du coup, on n'a pas observé de. Voilà, peut-être juste les résultats justement de l'orgontier dans le sud-ouest a montré qu'on peut avoir un effet des engrais verts, notamment donc genre type légumineuse, sur l'azote assimilable des baies. Alors ça dépend un petit peu quand on le détruit. C'est vrai quand on le détruit un petit peu tard ou qu'on le roule un peu tard, on peut avoir en effet notamment l'absorption estivale de la vigne, hein, qui va plutôt amener l'azote dans les baies. Du coup, avoir des teneurs en azote assimilables un petit peu plus élevées. Parfait, je vous remercie pour toutes ces réponses et toutes vos questions. On arrive à la fin de ce webinaire. J'avais quelques petites informations générales à vous donner sur le plan dépérissement. Alors, j'espère que ça va fonctionner. J'arrive. Ah, si, voilà. Donc, on a un prochain rendez-vous toujours pour parler du sol et du lien entre le sol et les dépérissements sous forme de webinaire, dans un webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, vendredi, non pas en fin de journée, mais à 13h30.
qui permettra de présenter les résultats des programmes de recherche de Virginie Lauvergeat à Bordeaux sur les micro-organismes du sol et sur les indicateurs de la qualité biologique. C'est des résultats qui proviennent plutôt de l'INRA de Dijon. Vous avez aussi partout dans les régions viticoles le PNDV Tour qui est organisé. Donc, il y a déjà eu des réunions organisées dans le Bordelais, dans le Sud-Est et en Champagne. Il y a des nouveaux rendez-vous qui sont fixés en Bourgogne et de nouveau dans le Sud-Est à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres d'agriculture qui sont à l'organisation et à la manœuvre pour l'organisation de ce PNDV Tour, où vous aurez l'occasion de rencontrer des chercheurs qui ont travaillé sur les dépérissements et des techniciens. L'actualité au niveau du plan dépérissement en ce moment, c'est la publication des carnets du plan. Vous pouvez les télécharger directement via votre onglet documents à télécharger, de même que le guide des sols. Ces carnets, c'est une petite centaine de pages où vous retrouverez tous les résultats techniques tous les résultats présentés sous forme de fiches techniques, tous les résultats du plan dépérissement. Je vous ai mis ici quelques exemples. Vous avez aussi bien des résultats de recherche que des choses très pratico-pratiques sur comment tailler la vigne en respect des flux de sève ou comment gérer sa vigne après un gel de printemps. Et puis, vous avez aussi des résultats de recherche comme l'état des lieux de certaines viroses, des résultats assez poussés sur la flavescence dorée et sur la physiologie de la vigne. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire ce soir. Merci à tous pour vos interventions, vos participations sous forme de questions. Merci à nos deux intervenants d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt à tous. Merci. Bonne soirée.